Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. 9h33. Elle est particulière cette dernière matinale de l'année et nous évoquons toujours à ce moment-là du matin, pendant ces périodes de vacances, un grand thème lié souvent à un livre. Le livre que nous allons évoquer dans un instant, moi, m'a complètement bouleversé. Nous recevons son auteur, Mathieu Séchin. Bonjour Mathieu. Bonjour. Oui, je dis ça m'a complètement bouleversé. J'en suis pas revenu. On va en parler avec vous. Je précise aussi que dans un deuxième temps, nous aurons le professeur Gilles Pialou, infectiologue, qui lui a écrit un autre livre sur le thème, Un don presque parfait, un roman paru en 2024. Et bien sûr, on aura sa vision. Alors, c'est un roman, mais on aura sa vision aussi d'homme de science. Je reviens à votre livre, Mathieu Séchin. Vous êtes ancien agriculteur. On vous a d'ailleurs, pour ceux qui sont fans, vu dans l'émission L'amour est dans le pré avec Karine Le Marchand, hein? Tout à fait, c'est ça. Voilà. Et puis donc il y a ce livre, Mon combat pour devenir père, l'incroyable parcours GPA d'un papa solo. J'ai pensé à cette chanson de Jean-Jacques Goldman, Elle a fait un bébé toute seule. Et je me suis dit, et vous le dites d'ailleurs d'une certaine manière, pourquoi, vous reprenez cette phrase, pourquoi ne pas chanter Il a fait un bébé tout seul? C'est un peu ça l'idée. Oui. En fait, c'est la vie qui m'a amené à être seul, puisque mon mari, la personne que j'ai rencontrée pendant l'émission, m'a quitté un mois avant le départ pour commencer notre process de GPA. Donc un mois avant le départ, c'est on est quitté par son mari et on doit faire le deuil de ce processus d'enfant. Donc entre tristesse et double tristesse, si vous voulez. Et j'ai choisi de le continuer seul et de me battre pour y arriver seul. Bon, c'est un sacré parcours, Mathieu Séchin. Alors, je tiens à dire que c'est un livre donc qui est aux éditions Le Duc, et pour avoir discuté avec les gens de cette maison, votre livre est une immense réussite, hein, qui fait beaucoup de ventes, qui intéresse énormément, mais qui a le mérite aussi de poser des questions, et pour certains qui sont un peu plus attachés à ce qu'on peut appeler de valeurs traditionnelles, ça peut déstabiliser. Je rappelle, alors ce livre déjà, vous vous adressez à votre fils Ezio, car c'est peut-être là finalement le plus important, c'est comment pour un enfant vivre le fait d'avoir été enfant d'une GPA. Le bébé, il est né au mois de mai ou juin dernier, hein, c'est ça, hein, oui, en Colombie. 28 mai. Hein, voilà, c'est ça. 28 mai. En Colombie. Et donc, finalement, ce livre, c'est un témoignage avant tout pour ce jeune fils qui deviendra grand et qui apprendra cette information. Le fait de lui écrire, c'est peut-être aussi le fait de vous éviter de lui dire en face ce qui s'est passé? Alors, non, du tout. On trouve toujours une raison. Pour un livre. Et la première raison, je commence le livre par une lettre que je lui écris quand il aura 15 ans. Et en fait, je voulais lui écrire quelque chose pendant que ça allait se passer, parce que le livre a été écrit au moment où ça s'est passé, puisque le texte a été rendu aux éditions Le Duc, je crois, 10 jours après sa naissance. Oui, donc c'est vraiment quelque chose. Oui, c'est évidemment, voilà, tout s'est vraiment enchaîné, quelque chose. Ouais. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qu'on a écrit vraiment en direct, si vous voulez, et c'était ce témoignage de direct que je voulais lui apporter. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière année avant ta naissance? Voilà. Bon. Alors, il y a votre histoire, hein, qui est vraiment toute particulière. Alors, on pourra dire tout le monde a son parcours, etc. Mais bon, vous êtes déjà enfant de divorcé, vous avez une espèce de maman de cœur qui décède dans les bras de votre maman, vous êtes le parrain d'ailleurs de son enfant, et vous apercevez grâce à cela d'ailleurs que vous avez cette envie d'être papa, et vous avez conclu à votre homosexualité en tant qu'adolescent, comme tous les homosexuels, et en fait à 20 ans, vous avez déjà ce dilemme. Et puis début 2000, vous sortez de votre jeunesse festive, vous découvrez le concept GPA, c'est un sujet tabou dans la société. Il y a plein de choses qui vous arrivent, des amis femmes vous abordent avec vous le sujet. Il y a plein de couples homosexuels aujourd'hui, moi j'en connais plein, qui se disent comment on fait. Racontez-nous comment aujourd'hui finalement il est difficile pour un couple homosexuel homme, parce que pour les femmes c'est peut-être pas pareil d'imaginer d'être parent.
Oui. Alors, pour les femmes, c'est toujours plus simple. Hein, c'est la PMA. D'ailleurs, elle est autorisée depuis quelques années en France. Chez les hommes, c'est toujours impossible. Et pour moi, l'homme est un couple infertile. Hein, le couple est infertile. Pas les hommes en tant que tels. C'est une difficulté. On n'accepte pas que déjà l'homosexualité est une difficulté en France, toujours. Malgré tout ce qu'on raconte, c'est toujours une difficulté. On continue à casser du PD, comme on dit. Hein, on continue à violenter les homosexuels. C'est un fait. Voilà. Alors, au-delà de ça, avoir un enfant, vous imaginez bien que c'est toujours un problème. Moi, j'ai sur mes réseaux sociaux, j'ai régulièrement des menaces, voire des menaces de mort. Donc, c'est quand même des choses qui sont, très particulières à entendre. Donc, avoir un enfant, vous êtes dans un milieu où effectivement, il y a du business. C'est clair, simple et net. Il faut pas. Moi, j'ai pas peur dans mon livre de parler de ça. Hein. Je suis très franc là-dessus. Oui, vous racontez tout finalement. C'est la raison pour laquelle, en lançant votre livre à l'antenne, enfin lancer, c'est un terme un peu technique, professionnel. Mais j'ai dit que j'avais été bouleversé parce que vous entrez dans le moindre détail. Vous dites, par exemple, il y a eu un moment où vous avez un passage très difficile dans votre vie professionnelle, et puis vous apprenez aussi. Alors ça, c'est terrible. Votre père décède assez jeune et vous apprenez en fait qu'il est victime d'une maladie génétique dont vous êtes vous-même victime. Donc ce qui peut, je dis bien, ce qui peut réduire votre espérance de vie. Et malgré ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait d'être un couple homosexuel, le fait de divorcer avec votre compagnon, le fait d'avoir cette épée de Damoclès, vous y allez quand même. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en lisant votre livre, on se dit mais oh là là, mais quel challenge. Vous avez conscience que vous allez forcément aussi déclencher des réactions particulières. Bien sûr. Alors moi je réponds à ces personnes. J'ai par exemple une dame, j'en ai eu plusieurs, mais j'ai un exemple très récent d'une dame qui me dit oui, mais moi j'ai perdu mon père jeune, c'est un scandale ce que vous faites, j'étais très malheureuse, etc. Je dis mais je comprends que vous soyez malheureux de perdre un parent. Ça, je suis très. Je dis par contre, madame, je vais vous poser juste une question. Vous avez des enfants? Elle me dit oui, j'ai mon mari, des enfants. Je dis donc vous êtes contente de vivre? Elle me dit oui. Je dis vous aimeriez ne pas vivre? Ah ben non. Ben vous avez répondu à la question. En fait, la question, c'est que j'ai donné la vie à un enfant. Et cet enfant, peut-être qu'il perdra son père un peu plus tôt, mais en tout cas, je lui ai donné la vie et il va avoir une vie incroyable. Il va un jour fonder sa famille. Alors oui, il aura peut-être à un moment donné de la tristesse d'avoir perdu son père. En tout cas, il aura beaucoup de souvenirs pour rattraper cette tristesse, mais il aura sa vie lancée et il créera la sienne. Alors on n'oublie pas qu'on ne fait pas des enfants pour soi-même, hein. On les fait pour eux. Voilà, c'est ça, Mathieu Séchin. Mais j'avais quand même, moi, l'impression à travers ce livre, mais je vous le dis en toute simplicité, parce que moi, très, très jeune, à titre personnel, je rêvais d'avoir mon fils, et j'ai eu mon fils avec quelqu'un avec qui je ne suis pas resté, parce que c'était avant tout l'envie d'avoir mon fils. Donc je suis très à l'aise avec ça. Mais justement, j'ai l'impression que vous, il y a quand même une démarche très égoïste, même si elle est honorable et vertueuse, c'est de donner la vie. Mais c'est avant tout pour vous, d'être père, vous. Alors, égoïste, je sais pas. En tout cas, si ce terme que vous apportez vous va, ben moi il me va. Non, moi je le suggère, et c'est une question. Hein. Encore une fois, je vous l'ai dit, le thème pour moi est très particulier en plus, donc je suis très à l'aise avec ça. C'est vraiment, en fait, je crois qu'on fait toujours des enfants parce qu'on en a envie. Et ne pas se dire cela, vous l'avez témoigné vous-même, je crois que 100% des parents qui ont conscience d'avoir un enfant, parce qu'il y a aussi tous ces parents qui ont des enfants par accident, et ça arrive beaucoup, mais qui ont conscience pour moi, le font d'abord pour eux. Et j'en trouverai jamais un qui me dira non, j'ai pas envie, je le fais juste pour donner la vie à quelqu'un. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est vraiment ça. Je crois qu'on est fait, on le comprend très vite, je crois qu'on est fait pour être parent, c'est le but de la vie. Et depuis que je le suis, et je pense que vous serez d'accord avec moi, depuis que je suis père, je dis j'ai enfin trouvé un sens à ma vie. Tout ce qu'il y a eu avant n'avait plus,
aucune importance. C'est aujourd'hui que je trouve que ma vie prend un sens. Alors Mathieu Séchin, je le rappelle, auteur de Mon combat pour devenir père, l'incroyable parcours GPA d'un papa solo aux éditions Le Duc. Il y a la deuxième partie du livre et moi cette relation qui m'a particulièrement interloqué avec la mère porteuse, elle s'appelle Amé, elle est donc colombienne. Vous avez hésité, il y a plusieurs pays dans un premier temps. Alors là aussi c'est fort parce que vous étiez parti plutôt pour l'Ukraine, mais il y a la guerre, enfin vous voyez, on imagine. Et puis après, donc il y a la personne qui fournit les ovocytes, enfin oui c'est le terme, c'est ça. Voilà. Oui. Et puis en fait on arrive à l'obligation pour vous de faire des tests ADN pour voir si il y a pas de lien ADN par rapport à votre maladie. Et vous dites ben voilà, il y en a 3 de bons et je suis rassuré, si c'est pas cet ovocyte là, ça sera l'autre. Et puis donc il y a cette relation avec Amé, la mère porteuse. C'est comme si finalement pour l'enfant qui va lire aussi ce livre, mais cette maman, elle existe, j'ai envie de la lire. Et puis et cet ovocyte, si ça n'avait pas été moi, c'est un autre, mais c'est vraiment moi. Vous voyez toutes ces questions, Mathieu Séchin, qui sont énormes à se poser et qui est toute la force de votre livre. Oui. Alors déjà, la puissance, c'est-à-dire qu'il faut garder un lien avec qui il est. L'écriture de ce livre, c'est ça aussi. C'est-à-dire, j'ai décrit cette famille qui a porté Ezio, parce qu'il y a le mari, il y a les enfants, parce que en Colombie, ce sont des parcours qu'on appelle éthiques, c'est-à-dire que toute la famille doit être au courant, toute la famille doit porter, aider la porteuse de vie. Alors, je préfère porteuse de vie plutôt que mère porteuse, oui, évidemment. Puisque la mère est la personne qui élève l'enfant. Et cette famille-là, d'ailleurs, je me suis fait tatouer sur mon flanc droit les initiales de cette famille pour les garder à vie avec moi. Et on va les revoir dès que les papiers sont à jour. On partira bien sûr en Colombie et j'espère chaque année pour retrouver cette famille qui a été les enfants de cette famille d'ailleurs vous adorent, lorsque vous arrivez là-bas. Bon, ils vous célèbrent, etc. Et puis oui, vous dites effectivement porteuse de vie parce que il y a le fameux accouchement. Alors vous ne pouvez pas y assister, mais vous êtes présent. Et il y a un moment où il y a la solution de la césarienne. Et cette femme dit non, je veux accoucher par voie naturelle. Enfin bon, bref, c'est vraiment. Restez avec nous, Mathieu Séchin. Vous écoutez Sud Radio, il est 9h45. On va parler avec Gilles Pialou, infectiologue bien connu, qui lui aussi a écrit un roman, Un don presque parfait. Alors évidemment, c'est romancé, mais ça s'appuie sur des faits médicaux. Et si vous avez la gentillesse de rester avec nous, vous donnerez aussi votre avis, cher Mathieu Séchin. On se retrouve vraiment dans quelques secondes. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. Nous parlons d'un sujet particulier, la GPA, la gestation pour autrui, avec ce roman que je vous conseille, Mon combat pour devenir père, l'incroyable parcours GPA d'un papa solo, Mathieu Séchin, que vous connaissez peut-être parce que il a été l'un des invités vedettes de L'amour est dans le pré sur M6 avec Karine Le Marchand. D'ailleurs, l'équipe d'M6 suit Mathieu Séchin dans son parcours. Et puis avec nous, quelqu'un que vous connaissez parfaitement, Gilles Pialou, l'infectiologue. Bonjour Gilles Pialou. Bonjour, merci de m'inviter. Oui, c'est un grand plaisir. Mathieu Séchin est resté avec nous. J'aurais peut-être le plaisir de vous mettre en contact parce que vous avez donc écrit un roman, Un don presque parfait, qui est paru en 2024 aux éditions Mialet-Barreau. Et alors, dans ce roman, on suit un couple d'homosexuels pères, au pluriel, de jumeaux, qui sont pères de jumeaux, donc, et l'un des enfants souffre d'une maladie génétique et nécessite une greffe d'une personne dont il est le descendant génétique. Et on ne recherche pas la mère porteuse en l'occurrence, mais la donneuse d'ovocytes qui, il se trouve, a signé une clause de confidentialité. Ça devient une situation ubuesque. Gilles Pialou, ce roman, ça sert à montrer que la GPA, c'est particulier et pas si évident à gérer. À la fois, ça, effectivement, vous avez raison, c'est un parcours du combattant. Dans le témoignage de Mathieu tout à l'heure, vous avez compris qu'il n'y a pas beaucoup de phénomènes de naissance médicalement aidée, comme on dit, de procréation médicalement assistée, qui éprouvent autant le désir d'enfant, l'attente, qui éprouvent les couples. Et effectivement, j'avais envie d'écrire autour de ça.
et puis aussi de mettre un autre personnage qui est assez oublié, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la donneuse d'ovocytes, c'est pour ça que ça s'appelle Un don presque parfait. Ouais, Alors, en vous écoutant, je me suis dit que j'aurais pu l'appeler L'amour est dans le don, parce que ça aurait été pas mal. Bien vu, bien vu. Ça aurait été pas mal, mais le titre et en fait, la donneuse d'ovocytes va devenir le personnage central, on l'oublie un peu dans les récits, et bon, j'ai pas lu le récit de Mathieu parce que j'ai écrit mon livre avant, mais dans ceux que on parle beaucoup de la mère porteuse, beaucoup de crispation, beaucoup de violence, et je voulais effectivement montrer à la fois la complexité et à la fois la banalité de ce désir d'enfant qui ressemble à tous les désirs d'enfant, et comme ça a été très bien exprimé à la première personne tout à l'heure. Oui, et votre regard est très important, Gilles Pialou, en tant qu'infectiologue, en tant que représentant du monde médical. Mathieu Séchin, vos relations avec le monde médical ont été plutôt bonne, c'est ce qui transparaît dans le livre. Et moi, je retiens une phrase. Alors, bon, bien sûr, si un psychologue ne fait pas médecine, hein, je le sais bien, mais bon, on va dire la médecine au sens large. Mais le déclic, c'est aussi quand votre psy du centre GPA vous dites, vous êtes prêt pour être père. Vous avez été aidé finalement par le monde médical, Mathieu. Ah bah, de toute façon, le monde médical est très 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 à l'écoute, bien en avance sur notre société, et globalement, je n'ai pas trouvé de résistance au principe de GPA dans le monde médical. Et c'est vrai que l'équipe de psychologues, parce qu'on est suivi par des psychologues bien sûr avant de l'être, ils ne déclenchent, en tout cas dans les parcours éthiques, ils ne déclenchent pas de processus de GPA s'ils ne sentent pas les parents capables d'accueillir un enfant. M'ont beaucoup aidé. Et puis j'ai une maladie génétique, alors c'est très compliqué de faire le professeur pourra vous le dire, en France, de faire des études génétiques, de faire des analyses génétiques pour ma maladie. Oui, donc c'est interdit les tests ADN. On avait parlé aussi avec la section de recherche à Nanterre, hein, les policiers qui disent mais si c'était autorisé, les problèmes de cold case ils sont réglés dans la foulée. Donc là aussi, hein, ça. Voilà, donc on a dû faire les analyses à Barcelone, les envoyer, les transmettre en Colombie. Enfin, ça a été tout un process compliqué qui a permis finalement cette FIV, cette GPA et ces tests de préimplantatoire sur l'embryon ont permis quand même d'arrêter cette maladie fatale, familiale. Elle s'est arrêtée avec mon fils. C'est quand même... La science est quand même magnifique. Oui, là aussi le symbole est fort, mais il n'y a que ça dans votre livre, hein, cher Mathieu. Bon, je reviens, Gilles Pialou, à vous. Bon, en France, on évalue, alors faute de recensement possible, hein, parce que ça reste une pratique illégale, entre 200 et 300 naissances par GPA, donc faites à l'étranger par an, sur les 735 000 naissances, dont 20 233 par PMA. Concrètement, est-ce qu'un enfant né à l'issue d'une GPA et on va dire part avec un handicap dans la vie, tout simplement? Je vais vous poser la question le plus simplement du monde. Mais ça dépend de l'entourage, ça dépend de l'amour qui est porté. Et en fait, moi, j'ai pas rencontré d'enfants de GPA parce que c'était une décision que j'ai prise. J'ai rencontré que des parents et j'ai rencontré aussi des sociologues qui suivent des enfants de GPA, notamment au Canada où il y a des cohortes très importantes. Et il n'y a pas d'études. Alors les études sont assez mal faites parce que soit elles sont pro-GPA, soit elles sont anti-GPA. Et les études scientifiques sont assez mal faites, mais il n'y a aucun signal scientifique valable qui permet de dire qu'un enfant né de GPA va être un enfant différent. Bien sûr, il y a une adaptation, bien sûr, il y a un encadrement, comme ça a été dit tout à l'heure, psychologique par rapport à une naissance qui est différente, mais il y a plein de façons d'avoir des enfants différents. Et vous faites bien de rappeler les chiffres, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une violence autour de ces enfants, qui sont 200 à 300 naissances, vous avez raison, par an en France, qui est quand même rien du tout. Vous avez oublié un chiffre, dans tous les chiffres que vous avez dit, vous avez oublié, c'est l'adoption. Parce qu'il y a un scandale de l'adoption en France, dont on dit, mais finalement, ces gens-là, en parlant des gays, ils ont qu'à adopter, mais l'adoption, vous savez combien c'est l'adoption en France? C'est 600 adoptions en France pour 10 000 demandes. Donc il y a une espèce d'escroquerie de l'adoption. Vous n'avez qu'à 4-5 ans d'attente, etc. Et puis l'autre point qui est aussi central, peut-être pour nos auditeurs, moi j'ai écrit effectivement sur un couple de gays parce que je soigne des gays depuis 40 ans, que c'était plus facile pour moi d'écrire. Mais la GPA ne concerne pas que les gays. Hein. La GPA concerne dans certains pays, en Belgique, en Italie certes où elle est interdite. Oui, les couples hétérosexuels. Oui. Oui. C'est ça le seul.
Oui, et les femmes seules aussi. Alors, il y a une étude, une méta-analyse qui démontre l'absence de retentissement sur l'enfant. Et il y en a une qui a été publiée en 2016 dans l'une des meilleures revues de gynécologie obstétrique, qui dit l'issue périnatale des enfants est comparable à celle de la FIV, fécondation in vitro standard, et du don d'ovocytes. Il n'y a aucune preuve de préjudice pour les enfants nés grâce à la maternité de substitution. Donc les premières analyses arrivent. C'est ce que vous avez voulu retranscrire, Gilles Pialou, dans votre roman ou pas? Parce que vous mettez en avant, je l'ai rappelé, un problème complexe là. Il faut retourner aux origines, la donneuse d'ovocytes, etc. D'ailleurs, pour l'anecdote, puisqu'on parlait tout à l'heure par un autre biais des banques de données ADN, dans le roman, enfin on va pas spoiler l'histoire, mais pour retrouver la donneuse d'ovocytes, qui a signé un anonymat, comme vous l'avez dit, une clause d'anonymat, ils utilisent ces bases de données internationales où on envoie un petit prélèvement de joues ou de cellules pour faire analyser ses origines génétiques, et c'est un peu comme ça qu'ils vont retrouver. Mais juste sur ce point, effectivement, ce sont des grossesses qui se rapprochent de la PMA. D'ailleurs, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, la GPA est à l'intérieur, excusez-moi, j'en bafouille, est à l'intérieur de la procréation médicalement assistée. C'est pas quelque chose à part. Donc ça, c'est très important. Et puis la deuxième, c'est qu'effectivement, il y a la complexité. Notamment, on sait très bien qu'il y a beaucoup de grossesses gémellaires. D'ailleurs, les Américains et les Canadiens sont en train d'y revenir et de faire en moins en moins. Oui. De grossesses gémellaires, parce qu'effectivement, de ce fait-là, vous avez les complexités des grossesses gémellaires, plus de prématurité, ce qui est le cas de mes deux petits jumeaux dans le roman Don presque parfait. Ouais, c'est très, très beau, je trouve, votre démarche, Gilles Pialou, parce que vous allez sur le roman. Merci. Comme ça, finalement. Non, mais c'est vrai, parce que comme ça, vous ne mouillez personne, mais en même temps, c'est avec votre regard. Et c'est très complémentaire du roman de Mathieu Séchin. Mathieu, je voulais revenir sur cette facilité finalement d'avoir recours à autre chose pour donner naissance. Vous parlez à un moment de la Happy Room de Bogota, qui est l'endroit, le don de sperme. C'est vrai que rien que cela, c'est une démarche. Et dans la démarche, si on veut aller plus loin, on a parlé de votre parcours, mais il faut aller en Colombie. En plus, je pense que vous avez les moyens, parce que vous partez un mois avant, il faut payer l'avion, il faut payer l'hôtel, tout ça. Si quelqu'un souhaite suivre votre parcours, il n'a pas forcément votre niveau, votre pouvoir d'achat, Mathieu Séchin. On est bien d'accord avec tout ça. La démarche n'est pas simple. Alors non, la démarche n'est absolument pas simple, et bien sûr qu'il y a une sélection au départ. Et notamment une sélection financière. Attendez. Ouais, allez-y, vous pouvez tousser. J'avais un gros rouleau dans la gorge. Mais moi, ça m'est arrivé hier en pleine interview politique, c'est pareil, c'est terrible, c'est énervant. Continuez. C'est la saison. C'est la saison, docteur, bien sûr. Moi, je suis en Martinique, alors c'est un peu moins la saison, là. Ah oui, en plus, vous êtes en Martinique. Bon, voilà, c'est un peu différent. Allez-y, continuez, Mathieu Séchin. Bien sûr qu'il y a une sélection à la base. Alors moi j'ai la chance de bien gagner ma vie, et c'est pour ça que je lutte pour l'officialisation de la GPA en France, ou au moins, c'est ce que je disais un jour à une ministre, parce que j'ai réussi à parler quand même à quelques ministres, au moins faites accepter les banques qu'elles puissent nous faire des crédits, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui pourraient au moins faire des crédits pour avoir un enfant. Alors on est aussi maintenant sur des GPA qui sont beaucoup moins lourdes financièrement qu'au Canada et aux États-Unis, qui là prennent des proportions énormes, qui sont autour de 200 000 €. Et là on n'est plus du tout dans l'éthique pour moi, parce que 200 000 € ça devient de la folie pure. Ouais. On est entre 60 et 70 000 € en Amérique du Sud, avec des process qui sont beaucoup plus simples et très plus éthiques. Il faut savoir aussi que les pays d'Amérique du Sud, pour la plupart très croyants, mais très croyants modernes, pour la plupart l'homosexualité et les GPA ne sont pas des sujets. Donc on est très loin du oui, parce que les États-Unis, la Colombie, la religion est très très présente, et donc pourtant il y a une autorisation. Alors on parlait du coût, Gilles Pialou, tout à l'heure vous disiez par exemple, si on veut adopter, souvent on vous rétorque, Mathieu, pourquoi tu n'adoptes pas? Et il parlait ça c'est un scandale. Voilà. Alors il parlait du coût de l'adoption, mais il y a aussi
aussi le coût de la GPA. Mais moi, je vous pose une question à laquelle je vais répondre. Si je vous pose la question pourquoi vous n'avez pas choisi l'adoption, vous allez me répondre la même chose que vous, Frédéric Brindal. Vous avez la possibilité d'être père. Vous avez préféré être père plutôt qu'adopter. Et là, je peux rien vous dire. On est d'accord. Ouais. Bien sûr, en fait, pourquoi ça serait une sous-classe, les homosexuels, qui finalement adopteraient. Moi, vous savez, on m'a dit en face, Mathieu Séchin, vous aurez, parce que je me suis renseigné au niveau des départements pour l'adoption, avant de procéder à tout ça. Si vous voulez un nouveau-né, vous aurez un nouveau-né à particularité. Droit dans les yeux, on m'a dit ça. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, homosexuel, je suis une seconde classe. Et que donc on va me récupérer. C'est pas que je suis contre le handicap ni quoi que ce soit, que les gens ne me disent pas ce que je n'ai pas dit. Mais pourquoi je mériterais pas pareil, juste la même chose que les autres? Ouais. Merci à tous les deux. Professeur Gilles Pialou, infectiologue, auteur d'un roman, je précise, Un don presque parfait, paru aux éditions Mialet Barreau, mais justement avec le regard du scientifique. Et puis Mathieu Séchin, je le répète, donc ancien agriculteur, star de L'amour est dans le pré, auteur de Mon combat pour devenir père, l'incroyable parcours GPA d'un papa solo aux éditions Le Duc. Merci à tous les deux de vous être livrés à notre micro.